unique sénégalaise sur le classement des 200 femmes africaines les plus influentes sur Twitter. La journaliste Oumi Regina Sambou est l'invitée de E-Tech ce dimanche sur e-Radio. Quelle force des réseaux sociaux pour un développement sûr et durable? Quelle communication? Comment renforcer la promotion des femmes au Sénégal? Quel plaidoyer pour les femmes rurales? Comment la presse doit-elle négocier le virage du numérique? La journaliste indépendante spécialisée en culture en parle sans détour ce dimanche 25 octobre 2020 sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous. Une dame et de surcroît une consoeur à l'honneur ce dernier dimanche d'octobre. Bonjour Oumi Regina Sambou. Bonjour Ousmane Gueye et bonjour à tous les auditeurs de e-Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur e-Radio. Justement, journaliste indépendante, vous faites partie des 200 femmes africaines les plus influentes sur Twitter, sorties de l'Institut supérieur des arts et de la culture du Sénégal et de l'Université de Lorraine en France, titulaire d'un master en sciences de l'information et de la communication, option médias et médiation, journaliste un temps à Sud FM, on devrait dire en réalité journaliste pendant 8 ans. Actuellement, vous gérez une agence de communication qui est la vôtre et qui se nomme Afrique culturelle, unique sénégalaise sur la liste des 200 femmes dont on vient de parler, les 200 femmes africaines les plus influentes sur Twitter. Une première réaction sur e-Radio à ce classement-là? Alors, franchement, Ousmane Gueye, ça m'a choqué de voir que je faisais partie de ce classement. Choqué? Parce que, oui, honnêtement, en voyant passer toutes les femmes qui étaient dans le classement, je me disais, mais c'était de vrais monstres, quoi. Entre griffes, que vraiment, c'est énorme le travail qu'elles font pour le continent et tout, machin, chose. Et de m'entendre dire que j'étais dans le classement, je t'avouerai que franchement, j'y ai jamais cru. Je pensais plus qu'on se payait ma tête parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je fais faire dans le classement des 200 femmes les plus influentes sur Twitter? Alors que moi, sur les réseaux sociaux, je suis plus en mode délire. Je partage ce que j'aime. Je fais souvent mes coups de gueule et tout. Mais il n'y a pas un engagement ou une certaine volonté de changer les choses. L'objectif pour moi, c'est faire entendre ma voix. Point. Mais croire que c'était arrivé à ce point, franchement, j'étais vraiment choquée, quoi. Et j'ai du mal quelque part même à y croire jusqu'à présent. Quand les gens m'en parlent, je rigole. Et en ce moment, je suis en train de voir les chiffres de mon compte Twitter exploser. Je me demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer comme ça, là? Oui, justement, bien évidemment, Oumi Regina Sambou, on vous reconnaît tout votre mérite, mais en même temps, vous êtes en train de nous dire, et c'est ce que disent presque la plupart des observateurs, que finalement, c'est étonnant sur Internet, on fait des choses que l'on ne juge pas très importantes. Après, on se retrouve à la tête de classement. Ça me rappelle la sortie d'un certain monsieur dont vous devez connaître le nom. On vous dit, mais Diou en Wolof, mais pourquoi est-ce que vous êtes si célèbre? Il dit, damay def yefu dof, quoi. Est-ce que, évidemment, ce n'est pas la même explication? Non, mais c'est clair, c'est pas du tout la même explication. Je dirais, c'est pas que je fais des trucs de fou ou des trucs comme ça, parce que même si je rigole beaucoup, je mets plein de fun dans ce que je fais, Oui. avec une grosse part de culture qui est quand même ma marque de fabrique, Oui. comme des mentors, parce que j'ai beaucoup de mentors dans le milieu, des gens comme Sherfa, des gens comme Muntaga Sissé, comme Moussukoro Diop, qui veillent tout le temps sur mes publications, qui sont tout le temps à me dire, fais pas ça, fais pas ci, fais pas... Bon, c'est très souvent des choses que j'entends. Pour les gens, depuis que, par exemple, j'étais journaliste à la radio Sud FM, où à un moment, c'est tous ces blogueurs-là qui étaient au sein du réseau des blogueurs, quand j'ai commencé à les fréquenter, qui m'ont beaucoup plus poussé à mettre les contenus que je faisais sur la radio, à les partager sur les réseaux sociaux, Oui. à développer un blog, à plus m'exprimer, à plus écrire et des choses comme ça. Mais moi, c'est moi qui suis comme je suis. Je ne prends très souvent pas les choses au sérieux. Je ne dirais pas que je suis comme Paulich, même si j'ai une certaine sympathie pour lui. Je l'avoue, je le confesse. Mais, Oui. mais voilà, je me dis qu'en fait, pour moi, effectivement, il y a des combats que je mène, des combats
que parfois les gens croient ou catégorisent comme genré, alors que pour moi, c'est pas ça. Je me dis, j'ai envie, je sais pas. Aujourd'hui, je suis arrivée à un certain stade où quand même, je vis comme j'ai toujours souhaité vivre, j'ai une certaine liberté et tout. Et c'est peut-être cette liberté que je veux pour toutes mes consoeurs, pour mes petites sœurs. Et je me bats pour de façon consciente comme de façon inconsciente, en tournant en dérision, en trollant sur les réseaux sociaux, en partageant énormément de contenu parce que je suis quand même une lectrice compulsive, je lis tout et n'importe quoi et c'est tout et n'importe quoi que je partage et mes partages même tout le monde dit que je partage de façon impulsive. Pour la petite histoire, mes partages d'où ça venait parce que en général, quand j'étais journaliste et que j'avais des journées de reportage chargées, je n'avais pas le temps d'être sur Internet. Donc, quand je voyais sur ma timeline, un article qui m'intéressait, Oui. je partageais ça pour retrouver ça le soir, à la fin de la journée. Et après, à un moment, j'ai changé la confidentialité, je les ai mis juste pour moi. Et puis, il y a des gens sur Facebook qui m'ont dit, mais pourquoi tu as arrêté tes partages? Parce que les articles que tu partageais, ça nous intéressait. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, je partageais tout et n'importe quoi, tout ce que je lisais, tout ce que je trouvais intéressant, tout ce que je trouvais que ça pouvait susciter un débat constructif, un débat sain, parce que j'adore débattre, j'adore échanger des idées avec les gens, j'adore discuter avec des gens avec qui je n'ai absolument pas la même façon de voir le monde parce que pour moi, il est impératif de tout le temps apprendre des autres parce que surtout en tant que journaliste, un journaliste dans ma conception de la profession doit être un perpétuel apprenti et doit toujours être aux aguets afin d'apprendre de nouvelles choses qui vont lui permettre d'améliorer sa plume et sa prise de parole. Comme ce n'est pas une affaire de fou, autrement dit en Wolof, du yëfi dof parce que ITEC est très sérieux, Oumy Regina Sambou. On vous écoute disons, plus profondément pour la suite. Alors, de quoi parlez-vous généralement sur vos plateformes digitales? Question, bien sûr, que je pose pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Alors, sur Facebook et Twitter, en général, je parle beaucoup de culture, beaucoup de livres, de musique. Je parle aussi beaucoup de droits des femmes. Oui. Je raconte beaucoup d'histoires aussi et j'ai parfois ma lecture décalée de l'actualité, même de l'actualité surtout politique. Quand il s'agit de l'actualité politique, je suis rarement sérieuse, même s'il m'arrive de faire des analyses sérieuses, parce que la politique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Oui. Il y a que quand je parle de culture que je suis réellement sérieuse, parce que je suis convaincue que la culture peut changer énormément de choses et que je considère que tout est quasiment culturel. Et donc, je m'amuse à traiter toutes les informations que je reçois sous un angle culturel, à sortir tout ce qui est culturel. Et bon, après, l'autre facette, c'est que aussi, tout a réellement changé quand j'ai eu à jouer dans une série de la place et tout. Et c'est là où je me suis plus retrouvée parce que entre les attentes de mes nouveaux followers et tout ça, c'était assez compliqué. Oui, globalement, vous y prenez comment? Pourquoi est-ce qu'on retourne un peu à la question de tout à l'heure? Pourquoi est-ce que vous attirez l'attention? Est-ce que il y a une certaine manière d'écrire, de poster, de partager? Quand on est sur Twitter, par exemple, puisque le classement dont il est question ici dans ce numéro de ITEC porte sur Twitter. En fait, il y a une certaine manière d'écrire, c'est vrai, sur Twitter. Il y a un certain nombre de caractères qu'il faut avoir sur Twitter. Depuis un certain temps, moi, j'ai l'habitude sur Twitter, quand je couvre un événement ou une rencontre ou quand je parle d'un truc qui me plaît, de faire un thread. Plutôt que de faire des tweets séparés, des tweets de 240 caractères, je vais faire toute une série de tweets Oui. sur un sujet qui m'intéresse. Il y a des collaborations qui sont parfois des collaborations payantes où on doit parler du sommet, de la rencontre de haut niveau, comme ce fut le cas récemment de l'Union africaine, où on doit couvrir pour des compagnies d'assurance ou des choses, où on doit parler d'un festival, d'un séminaire ou d'un truc comme ça. Donc, moi, je ne me prends pas trop la tête parce que déjà, il y avait un moment, j'avais synchronisé mon compte Facebook et mon compte Twitter. C'est beaucoup de collaborations payantes où je vais sur Twitter. Il y a certaines rencontres que spontanément,
quand j'y vais et que je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose qui est susceptible d'intéresser un public présent sur Twitter, moi, je ne me casse pas la tête. Je fais juste un tweet, j'informe que je suis à telle rencontre et tout. Je prends des extraits du discours, des parties que je trouve pertinentes, que je trouve intéressant de partager. Je fais le compte rendu de la rencontre et je prends le temps aussi de souvent répondre aux questions, d'aller chercher d'autres informations, des compléments d'informations qu'on me demande bien volontiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a tous l'habitude de répondre à quelqu'un quand il nous pose une question, va sur Google, mais bon, on voit très souvent que sur certains réseaux sociaux, les gens ne vont pas faire cet effort, donc on va en couvrant un événement, quand on nous pose des questions spécifiques à cet événement, on va prendre la peine d'aller prendre le site internet, d'aller prendre des sources fiables d'informations sur ça et de venir et de partager. Et on prend le temps aussi d'échanger, de beaucoup discuter aussi en DM avec la plupart des personnes qui nous interpellent sur le réseau social. Oui, des collaborations payantes pour agir un peu, influer un peu sur la marche des choses. Bienvenue dans le monde des influenceurs. Nous allons y revenir peut-être dans la seconde partie ou bien avant. Mais pour rester un peu sur ce classement naturellement, pourquoi est-ce que visiblement vous avez plus de succès sur Twitter que sur Facebook, qui est par définition, j'imagine bien, plus populaire? Alors, est-ce que j'ai plus de succès sur Twitter que sur Facebook? Parce que déjà, mon Twitter, j'étais à plus de 5000 abonnés. J'avais plus de 5000 amis, je pense, j'avais plus de 5000 abonnés. Et je pense que parfois même, quand il me fallait certaines informations, je trouvais plus aisé de les partager sur Facebook où j'avais rapidement plus de réponses. Donc, quelque part, c'est peut-être parce qu'en ce moment, j'ai désactivé mon compte sur Facebook. Oui. Et que, bon, et pourquoi? Ça demande une explication? Non, je trouve qu'en fait, sur Facebook, en ce moment, bon, on n'a plus la bonne ambiance qu'il y avait et tout. D'accord. Et aujourd'hui, c'est à l'image du pays. C'est difficile de débattre normalement comme il se doit sur un réseau social comme Facebook. C'est noir ou blanc ou rien. D'accord. Maintenant, la suite, on en était un peu à la comparaison entre Twitter et Facebook. En fait, pour moi, sur Twitter, c'est plus intellectuel. C'est arrivé comme ça, j'ai jamais fait attention à ça, mais sur ma télé, Twitter, même quand il y a certaines polémiques stériles, moi je peux dire c'est genre 3 jours après que je le vois. Mon Twitter est plus informationnel, mon Twitter est plus focus sur tout ce qui est culture sociale, est très engagé aussi politiquement sur tout ce qui est civisme et tout. En ce moment, par exemple, sur ma télé, il y aura plus d'informations sur la Guinée parce que je suis amie aussi, on se follow sur Twitter avec beaucoup d'activistes africains. Et j'ai beaucoup d'amis activistes guinéens avec qui j'ai participé à différents programmes dans la sous-région, donc qui tweetent beaucoup en ce moment avec le hashtag Guinévote 2020. Et donc, voilà. Donc, sur Twitter, je suis plus dans ce délire-là. Quand il s'agit des pays africains, le réseau Africtiviste, et la plupart des galeries d'art et tout ça. Donc, c'est moins dans le délire, c'est moins folklorique et c'est plus conscient, plus civisme, plus engagement citoyen et beaucoup plus culturel encore. Influenceur, activiste, quel est le substantif qui vous décrit le mieux? Aucun. J'ai dit aucun. Activiste, ça ne vous sied pas, non? Certains disent que je suis une activiste culturelle, mais après, parce que Ousmane, s'il y a un problème que j'ai, je déteste qu'on me colle une étiquette. Oui, mais il faut qu'on vous identifie. On parle. Les journalistes me va très bien. Oui, mais vous n'êtes pas peut-être une journaliste comme tout le monde. Vous avez un domaine, j'allais dire, de compétences, en tous les cas, un domaine de prédilection, qui est aujourd'hui Internet, les plateformes en ligne. Journaliste culturel. Journaliste culturel. Et quels sont vos followers, vos suiveurs, pour parler un peu français? Mes suiveurs, c'est un peu tout le monde. Hein. C'est qui en général? À part les activistes et les influenceurs dont partie, bien évidemment. À part ces acteurs-là, c'est qui d'autre? Il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants. Oui.
En ce moment, il y a beaucoup aussi de femmes qui suivent et il y a beaucoup, c'est assez surprenant, il y a beaucoup aussi d'acteurs politiques. J'ai eu une petite parenthèse politique où j'ai connu beaucoup de gens qui sont dans la politique aussi. Oui. Et pour la plupart, ils me suivent aussi sur Twitter. J'ai quand même un truc, je sais pas, j'ai quand même un ensemble de followers assez diversifié, un peu, je pense que c'est éclectique, oui, éclectique, un peu à mon image, quoi, si je peux dire ça comme ça. Le métier d'influenceur fait vivre aujourd'hui? Bah, je vois des influenceurs qui vivent de ça, hein. Mais moi, je n'ose pas dire que je suis influenceur quand même. Je ne pense pas que j'influence quelqu'un pour pouvoir me coller cette étiquette. C'est un peu fort, en fait, je trouve, dire qu'on est influenceur. Vous n'influencez personne en réalité? Non, parce que je détesterais avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative sur quelqu'un. Peut-être je préférerais inspirer quelqu'un, mais pas influencer. C'est influencer quand même, je trouve que ça a une très forte charge. C'est comme si c'était, je sais pas, C'était grâce à vous ou à cause de vous? grâce à vous, à cause de vous, non. C'est ce genre de truc que je n'aime pas, je n'aime pas. Parce que déjà, je trouve qu'en fait, chacun doit pouvoir créer sa voix et tout. On peut aider une personne, l'inspirer, l'aider à trouver sa propre voix, l'aider à s'améliorer, l'aider à être une meilleure version de lui-même, mais ne pas l'influencer pour qu'il cherche à être comme nous. Pour moi, je déteste ça quand une jeune fille vient me dire que je veux te ressembler. Non, je trouve pas que c'est intéressant de ressembler à quelqu'un et tout. On est soi-même, on est venu au monde, on est là pour exister et que chacun de nous doit trouver sa voie et doit pouvoir marquer son époque en étant lui-même. Et donc, pour moi, c'est le seul combat qui va et tout. Et on peut s'inspirer de tous les personnages qu'il y a autour, de toutes les personnes qui gravitent autour de nous, on prend de chacun et tout, mais plutôt me dire que c'est un tel qui m'a influencé, non, ça c'est pas. Moi, je ne suis pas trop avec cela, quoi. Je ne suis pas trop en phase avec ça. Oui, mais en même temps, j'imagine, par exemple, pour revenir un peu sur le témoignage que vous avez fait en début d'émission, que si peut-être une institution, une organisation quelconque paye pour s'attacher vos services, pour communiquer sur un événement, par exemple, j'imagine que ces acteurs-là, ils ne vous font pas venir évidemment sans un dessin derrière. C'est pour une visée bien précise. Oui, ils nous font venir pour que leur message soit visible, pour que ce dont et pour que nous faisons les relais de ce qu'ils disent. Moi, personnellement, je me dis quelqu'un ne va pas me dicter ma ligne éditoriale. J'ai choisi d'être touche à tout, de parler de tout et surtout de parler de sujets qui me plaisent. Donc, même pour accepter un contrat, si le sujet, il faut que j'ai un quelconque intérêt pour le sujet-là avant d'accepter d'y aller. Et vu que je suis journaliste, je me contente juste de faire un compte rendu. Et c'est au lieu d'écrire un article en compte rendu, je fais un compte rendu en street. Je mets en avant les aspects qui m'intéressent. Vous ne me dites pas, vous allez me payer pour faire ça et c'est comme ça que je dois le faire. Non. Moi, vous me dites, vous voulez que je travaille que je couvre votre événement, vous allez me payer tant et je vais venir pour couvrir l'événement. Et couvrir l'événement, si vous voulez que j'en parle dans mes réseaux sociaux, comment voulez-vous que j'en parle? L'essentiel, c'est qu'il y ait un hashtag que je vais utiliser. Après, c'est tout. Vous ne me dictez pas ce que je vais écrire. Je vais assister aux rencontres. Je vais voir ce qui est intéressant de trucs. Il y a un nombre de tweets à faire. Oui ou non, je sais pas. Moi, en général, je me focalise pas sur ce genre de détails. Je choisis, par exemple, les ateliers que j'ai envie de suivre où les sujets me parlent le plus. Je mets en avant les communications que je trouve intéressantes. Je ne suis pas dans leur délire ou un truc ou des trucs strictement commerciaux. C'est pas ça mon genre. Oumi Regina Sambou qui vient clore avec nous, refermer avec nous le e-tech du mois d'octobre est notre invité ce dimanche. Donc,
sur e-radio. Myregina Sambou, journaliste indépendante, aujourd'hui patronne d'une agence de communication Afrique culturelle, l'a dit, et elle n'est donc ni influenceur ou ni activiste. Elle est venue, elle vient ce dimanche nous parler de ce classement sur Twitter qui fait d'elle l'unique Sénégalaise faisant partie des 200 femmes les plus influentes sur ce réseau social. Très rapidement, avant d'aller à la pause, parce que dans la seconde partie, nous allons parler du digital, des artistes et du coronavirus, comment aujourd'hui la culture doit s'adapter comme les autres secteurs, puisque nous vivons une situation sanitaire internationale tout à fait particulière. Mais avant d'y aller, quelques mots sur le journalisme indépendant. On parle beaucoup d'indépendant, c'est un mot en même temps un peu valise où on met tout. Journaliste indépendant, ça fait gagner en indépendance, comme le dit le terme? Est-ce qu'un journaliste, parce que pour moi, un journaliste qui n'est pas indépendant, est-ce que ça existe? Mais vous êtes invité pour répondre à la question. Non, parce que pour moi, en fait, je sais pas, le choix du métier de journaliste, parce qu'on sait, c'est un métier qui va avec l'indépendance, une certaine indépendance d'esprit et tout ça. Pour moi, je sais pas, quand on est journaliste, on est par essence libre. On se choisit, en fait, un médium qui nous ressemble avec une ligne éditoriale qui nous correspond. Oui, mais sûrement, quand on dit indépendance, indépendant, par exemple, par rapport à une rédaction. Indépendant en freelance, un journaliste freelance. Oui. Oui, bah, ça va. Parce que, bon, personnellement, je ne vais pas dire que c'est top parce que moi, personnellement, ce n'est pas le journalisme freelance qui me fait vivre. Le journalisme freelance, je le fais par passion et ça, je ne me fais pas payer pour ça. Surtout quand il s'agit du secteur que j'ai choisi, le secteur de la culture. Aujourd'hui, moi, c'est plus la communication qui me fait vivre que le journalisme. Et concrètement, vous pensez quoi un peu des journalistes indépendants, comme on les appelle là, nous parlons bien sûr français. Est-ce que c'est une tendance qui promet? Pour moi, c'est une tendance qui devrait promettre normalement si tout se faisait dans les normes. Mais on le sait, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, ce sera difficile pour certaines rédactions de pouvoir prendre en charge, comme il se doit, un journaliste indépendant qui serait dans le jargon qui correspond plus au terme de pigiste. Oui. Oui, mais aujourd'hui, on voit dans beaucoup de rédactions et tout, on se contente de donner un simple forfait à un journaliste pigiste et tout, alors que normalement, il devrait être payé au mot à la production. Et aujourd'hui, au Sénégal, un journaliste indépendant qui produit beaucoup, son travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, ce qui est quand même déplorable. Mais je trouve que ça aurait été vraiment un métier d'avenir, ça aurait été vraiment l'avenir du journalisme, parce qu'aujourd'hui, il sert à rien. Bon, je vais pas dire il sert à rien. D'avoir une rédaction qui fonctionne comme fonctionne aujourd'hui la plupart de nos rédactions, ça n'a pas un grand intérêt. Parce qu'une rédaction, c'est un espace où il y a beaucoup d'échanges, un espace d'apprentissage perpétuel et tout. Et dans la plupart des rédactions, on a beaucoup perdu cela parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la nouvelle vague, on a des égos surdimensionnés. On est peu réceptif aux critiques et aujourd'hui, pour avoir la paix dans la plupart des rédactions, on ne critique plus le papier des confrères et tout ça. Et ainsi va le journalisme qui quand même perd un peu de son superbe. Oui, ça c'est un peu entre reporters, entre jeunes ou modestes journalistes. Et que dites-vous un peu de la façon dont on manage les médias au Sénégal, pour ne pas dire quel regard jetez-vous sur le management du côté, bien sûr, des managers, pour me répéter, autrement dit, les patrons de presse? Leur façon de manager est très discutable parce que je me dis, quand on gère des journalistes là, on doit être conscient que le journaliste est par essence libre. On ne peut pas les mettre en cage, on ne peut pas les forcer à certaines choses. Aujourd'hui, quand je vois des rédactions où on parle de pointage pour des journalistes, je me demande, mais est-ce que ça va, quoi? Les journalistes, c'est un métier où vraiment un journaliste doit être plus sur le terrain que dans un bureau. Un journaliste n'a pas besoin de s'enfermer dans une salle. Oui, mais s'il y a un pointage, ça veut dire qu'une fois les 8 heures de temps épuisées, le journaliste repart chez lui alors, logiquement. Alors,
Oui, alors quel est l'intérêt par exemple? Parce que moi, je pense quand j'ai été journaliste, quand on me parlait des indemnités de suggestion, Mais vous êtes je toujours n'avais- journaliste, non? Vous mettez toujours le verbe au passé. oui, quand j'étais journaliste dans une rédaction. Voilà, là, on se comprend. Voilà, quand on m'avait parlé des indemnités de suggestion, j'avais demandé c'est quoi en fait et c'était quoi l'intérêt. On m'a dit parce qu'un journaliste, on ne sait pas à quelle heure il vient, à quelle heure il descend et il a tendance à beaucoup faire des heures supplémentaires. Donc c'est pour ça on lui file des indemnités de suggestion. Donc si dans la convention collective on a compris ça, on a mis ça en avant, pourquoi encore on voudra encore dire qu'un journaliste va travailler 8 heures? Un journaliste n'a pas à travailler 8 heures. Moi, il m'arrivait, quand j'étais journaliste, de venir à 8 heures et de rentrer à 3 heures du matin parce que j'avais un dossier sur lequel je voulais travailler et que ça me tenait à cœur et que la qualité que je voulais, tant que je ne l'avais pas, je n'allais pas sortir. Et Oui, ça, ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont plus prises en compte dans les rédactions, quoi. oui, on est d'accord, mais en même temps, parce que on est sur e-radio et on parle à des journalistes, en même temps, on doit être d'accord que il y a quand même un nombre d'heures raisonnable. Un journaliste n'a pas un nombre d'heures de travail. Parce que, vous savez, genre, je me rappelle nos cours, il y a un tronc commun entre journalisme et communication. Nos profs nous disaient, quand vous choisissez de faire journalisme, vous renoncez à votre vie. Vous renoncez à avoir une certaine vie sociale. Vous renoncez à une vie normale. Donc, Donc, pour moi, vous êtes prête à être engagé dans une rédaction où vous travaillez 24 heures sur 24. moi, ça ne me dérangerait pas. Et quand je prendrai mes congés, je me reposerai. Mais vu que j'ai choisi d'être journaliste et tout, être sur le terrain, tant qu'il y a du boulot, tant qu'il y a des choses à faire, le faire et le faire bien. Oumi Regina Sambo qui va donc bientôt retrouver les rédactions et notre invité ce dimanche sur e-radio, journaliste indépendante, aujourd'hui patronne de l'agence de communication Afrique culturelle, ancienne journaliste et on précise tout de suite à Sud FM parce qu'elle est toujours journaliste. Elle est l'invitée de ITEX dimanche sur e-radio. Une pause de 25 minutes et on se retrouve tout juste après. Invité de ITEX dimanche 25 octobre 2020 sur e-radio, la journaliste Oumi Regina Sambou. Oumi Regina Sambou fait partie des 200 femmes africaines les plus influentes sur Twitter, la seule sénégalaise d'ailleurs sur ce classement. Ça, on ne l'a pas commenté non plus. La seule sénégalaise sur le classement. Oui, et il y a des Sénégalaises beaucoup plus influentes que moi sur les réseaux sociaux, quoi. Mais bon, comme ils ont dit, ils ont pris en fonction de la localisation. Moi, c'est vrai que c'est sur Twitter que je suis localisée au Sénégal. Et sinon, personnellement, je me dis que s'il devait y avoir une seule Sénégalaise sur ce classement, moi, je considère que sans conteste, ça aurait dû être Moussokoro Diop. Elle est la Sénégalaise la plus influente de mon point de vue sur les réseaux sociaux. Elle fait partie de celles qui m'ont influencée. Elle fait des choses énormes et tout. Donc, pour moi, c'était elle s'il devait y avoir une Sénégalaise sur un tel classement. Mais comme elle me l'a dit et comme les gars de Smart Data Power l'ont précisé, c'est pour ce classement s'intéresse à tous ceux qui sont exclusivement géolocalisés en Afrique. Oui, et qui d'ailleurs a fait le classement? Apparemment, c'est une agence qui s'appelle Smart Data Power en collaboration avec Women in Africa ou je ne sais plus. Parce que franchement, cette info, je l'ai survolée, je l'ai partagée. J'ai partagé le live que Moussokoro avait fait avec eux et tout ça parce que je me disais c'était intéressant de voir de tels classements qui s'intéressent aux femmes africaines, qu'on invisibilise quelque part parce que aujourd'hui, il y a autant de femmes de femmes d'affaires africaines qui ont autant de succès que certains hommes et tout, mais on parle toujours des hommes d'affaires qui ont réussi. On en oublie qu'il y a de vraies lionnes qui existent dans nos différents États et très souvent, soit on les link à leur mari ou on les link à leur père et tout, sans le reconnaître pour autant leur mérite. Et pour moi, c'était important de soutenir ce projet dont je ne sais absolument rien. J'ai vu que c'est une agence basée en France et tout, qui collabore avec une autre basée au Nigeria ou un truc comme ça, mais j'ai pas poussé la curiosité plus loin. J'ai juste salué l'initiative et j'ai soutenu et partagé en force. Oui, c'était quoi les critères?
C'est juste le nombre de followers, le contenu, c'était quoi le critère? Je ne pense pas que c'était le nombre de followers, de contenu, parce que la petite recherche que j'avais faite, attendez, le temps que je retrouve ça, ils avaient expliqué vite fait les critères qu'ils avaient mis en avant dans la réalisation de ce classement. Et c'était pas, parce que aujourd'hui, ils se retrouvent au cœur d'une polémique parce que Oui, on leur reproche d'avoir, par exemple, nominé une Guinéenne qui est dans le gouvernement d'Alpha Condé. Tu sais, vous savez, les trucs politiques et tout ça. Ils ont apporté certaines réponses en précisant les les différents critères oui. qui est mise en avant. Donc, si on peut juste faire une petite pause que je retrouve ça, parce que j'avais vu, Nous sommes à la radio, nous allons éviter le... Je ne vous apprends rien, Oumi Regina Oui, Sambou. oui, Nous c'est allons vrai, tu éviter vois, il y a le montage. le blanc, le vide d'antenne. Pendant que vous cherchez la liste un peu de ces critères, parlez-nous des autres femmes qui sont sur ce classement. Euh, les autres femmes, il y a beaucoup de femmes des pays anglophones. Parce Oui, que c'est ça qui est remarquable dans ce classement. On voit plus de femmes. Euh, Par exemple, la numéro un, elle est Linda Ikeji du Nigeria. oui, Voilà. Donc, bon, comme il dit, c'est une étude menée sur l'ensemble des comptes Twitter géolocalisés en Afrique, dont 15% de femmes. Le focus a été mis sur les profils suivants: femmes politiques, femmes d'affaires, journalistes, leaders d'opinion et personnalités de la société civile. Différents indicateurs ont été pris en compte et pondérés dans la réalisation de ce classement: la caisse de résonance, le volume d'engagement, le pays représenté et la date de création du compte. oui, mais pourquoi géolocaliser en Afrique? On peut être ailleurs dans ce monde devenu un petit village planétaire, hein, pour paraphraser le chercheur canadien Marshall McLuhan. Mais pourquoi Oui. géolocaliser en Afrique? Je pense qu'il faudra poser la question à l'agence qui, elle, paradoxalement, est géolocalisée en France. Oui, mais vous en dites quoi vous-même? Moi, je ne sais pas comment prendre cette affaire parce que ça m'a... Bon, je ne sais pas c'était quoi l'objectif. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient qu'il est important de produire des données sur tout et parfois même sur n'importe quoi et tout. Donc, là, le côté genre me parle parce qu'on ne parle pas assez souvent des femmes. On Oui. ne prend pas le temps de faire des focus sur les femmes et tout. Mais quand je regarde sur LinkedIn, par exemple, le profil de Smart Data Power, je les vois discuter de beaucoup de sujets et ils sont vraiment dans la production de données sur plusieurs domaines où ils sont en train de faire des analyses et tout ça. L'Afrique, bon, peut-être c'est une niche parce que on a beau dire, il y a que peut-être nous, nos gouvernements, qui parfois négligent un peu ce côté que représente l'Afrique, surtout dans le domaine du digital. Aujourd'hui, c'est vrai, sur le plan des statistiques, les chiffres sont peu il y a très peu de choses sur le digital en Afrique. On est en train de booster ça et tout ça. Je trouve, au lieu de capaciter ceux qui sont dans le secteur, qui sont basés en Afrique, nous, dans nos pays, nos gouvernants ont plus tendance à accorder de l'importance aux données produites ailleurs. Alors que ici, par exemple, au Sénégal, je pense ce genre de données, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de le faire et de partager ça gracieusement avec l'Agence nationale des statistiques, comme avant avec le gouvernement sénégalais et tout. Mais c'est clair que ça n'aurait pas le même impact, ça n'aurait pas la même résonance, avouons-le. Oui, et la suite maintenant, vous l'envisagez comment? Mais d'abord, une première question sur ce volet-là. Ça change quoi ce classement? Bien sûr, il ne faudrait pas que vos followers croient et l'impression que nous minimisons un peu ce classement, mais nous posons des questions juste pour comprendre. Il va changer quoi ce classement? Je pense pas qu'il va changer quoi que ce soit parce que déjà, il faut que je sois bon, pour que ça puisse changer quelque chose.
je sais pas, si ça avait été un but dans la production de tweets ou un truc comme ça, je me dirais peut-être que ça pourrait changer quelque chose, mais je sais pas. Pour moi, ça ne change absolument rien. C'est pas pour autant que je vais dire que je vais changer de ligne éditoriale. Je vais être un peu plus sérieuse parce que maintenant, je fais partie des 200 femmes les plus influentes sur Twitter. Pour moi, je vais pas dire ça n'a aucun intérêt. C'est clair, ça fait plaisir et tout ça. Mais après, c'est pas pour autant que je vais changer ma ligne éditoriale, que je vais changer l'utilisation que j'ai des réseaux sociaux, où je vais chercher à dire que oui, faut que forcément j'améliore ça, faut que comme je fais partie des 200 femmes les plus influentes, faut que j'essaie de me rapprocher de leur standing. On n'est pas pareil, on est toutes différentes, que je sois dans le même classement que des gens qui sont dans le domaine de la culture, que des premières dames, comme la première dame du Cameroun ou des choses comme ça. Si j'essaie de leur ressembler, ce serait quelque part me trahir et tout ça. Et donc, voilà, nous, pour moi, on reste focus sur ce qu'on fait avec le digital parce que c'est un outil pour nous, pour sensibiliser, pour informer, pour continuer à véhiculer notre message, pour produire Oui, du contenu africain. oui, pendant que vous nous parlez de première dame, vous nous avez également parlé de Moussou Koro Diop, qui n'est pas une première dame, bien évidemment, mais qui est très présente sur les plateformes digitales, autrement dit en ligne. Qu'en est-il de Mariam Faisal, la First Lady du Sénégal? Est-ce qu'elle est présente sur Internet, Twitter, Facebook, Instagram? Ah oui, oui, je vois, sur Facebook, oui, sur Instagram, je suis moins sûre, mais sur Facebook, je Mais l'ai est-ce que c'est vu un à compte plusieurs authentique? reprises. Est-ce que c'est son compte, autrement dit, un compte de la première dame ou en tous les cas animé par l'équipe de la première dame? Parce que on voit également de faux comptes. Est-ce que vous êtes sûr Non, que c'est un il y compte avait son de vrai compte. Mariam Faisal? Oui. Oui, il y a son vrai compte. Elle a son vrai compte. Je ne sais plus si c'était un compte certifié, mais elle a son vrai compte. Et c'est quoi Où, votre bon, regard sur la communication digitale de nos femmes politiques, globalement? bon, nos femmes politiques, on en voit certaines. Pour elles, le digital, c'est plus pour mettre en avant leur côté social. D'autres disparaissent complètement et ne jugent pas important d'être présentes sur les plateformes digitales. Aujourd'hui, sur nos femmes politiques, quelqu'un que je vois assez engagé sur tout ce qui est digital et qui essaie d'avoir une présence de qualité. Je vais citer la ministre de la microfinance et de l'économie sociale. Elle, je vois ses publications, je l'ai vu aussi participer à des talks spontanément. Voilà, sans prise de tête, elle parle de ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour une Marème Faisal qui parle de ce qu'elle soutient, du soutien qu'elle apporte à son mari. Bon, je trouve quelque part, ça ne devrait pas être seulement ça, ce à quoi elle devrait s'atteler. Elle a énormément de chantiers, il y a énormément de choses qu'elle fait, qu'elle pourrait aussi plus mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'autres femmes politiques. Mais bon, de plus en plus, on voit qu'elles essayent autant que faire se peut Oui. d'améliorer leur présence digitale. Mais sur Twitter, où sont les Ndeye Tické Ndiaye Diop, porte-parole du gouvernement, ministre de l'économie numérique justement et des télécommunications, Aminata Mimi Touré, qui est aujourd'hui présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tal, qui l'a devancé à ce poste, Aïssata Tall Sall et tant d'autres. Bah, on les cherche avec lampe torche. Et elles ne sont Peut-être. pas si visibles ou elles ne sont pas présentes simplement. Bon, sur Facebook, il y en a beaucoup que vous avez cités, dont je vois souvent les pages. La dernière fois, il y avait un ami avec qui j'ai l'habitude de travailler qui me disait que il y avait, je ne dirais pas c'est la page de qui, il y avait la page d'une des dames que vous venez de citer, Oui, sur laquelle elle ne présente que des condoléances. Il n'y a rien d'autre. oui, Elle a oui, été oui. présentée à telle famille religieuse, elle a été présentée les condoléances. C'est comme si toutes ces activités se limitaient à aller présenter des condoléances. Oui, et d'ailleurs, vous jugez comment un peu cette méthode, vous, la sachant en réseaux sociaux, vous pensez quoi de la communication digitale de nos femmes politiques? Bon, nos femmes politiques, leur communication, c'est à l'image de la plupart de leurs activités. Moi, je trouve qu'en fait, bon,
C'est comme s'il y avait un plafond de verre à ne pas dépasser, Oui, que quelque part, même si elles arrivent à avoir une certaine forme de popularité, il y a des limites qu'elles ne doivent pas dépasser. Et donc, même si, je sais pas, soit elles ne prennent pas assez au sérieux l'importance de leur présence sur les réseaux sociaux ou elles ne veulent pas faire de vagues. Et je suis plus pour, je pense plus pour l'option, elles ne veulent pas faire trop de vagues, ne veulent pas faire trop d'ombre à certains hommes qui, voilà, ne se prennent pas trop la tête parce que je trouve que au vu de leur background, au vu de leurs ambitions et tout, elles sont capables d'être plus présentes sur les réseaux sociaux, d'avoir des contenus de qualité et de plus impacter et de montrer aussi le rôle qu'elles jouent dans le gouvernement. Mais c'est comme si quelque part, elles s'excusaient d'être là où elles sont et tout, et essayaient de se trouver des circonstances atténuantes ou parce que je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles jugent que la communication n'est pas importante parce qu'elles savent l'impact de la communication, à quel point il est important de communiquer, d'interagir avec leurs militants comme avec leurs simples abonnés. oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une culture, une question de culture digitale? Parce que ailleurs, on le voit, les femmes sont très présentes sur les plateformes digitales. Vous êtes journaliste, elles ont une écriture carrément web, pas vraiment longue, qui ne met pas forcément en avance et communiquer assez long que l'on retrouve un peu dans les bureaux. En plus, on ne voit pas forcément cette communication-là, je suis un peu globale, d'institutions sénégalaises qui donnent des résultats, qui parlent de classement, qui donnent des informations utiles. On n'en voit pas vraiment sur Twitter. Que ça soit sur Twitter ou ailleurs, Oui, aujourd'hui, franchement, Ousmane Gueye, j'ai envie de te demander, hein, là, je reprends ma casquette de journaliste, quels oui, sont les ministères qui donnent ce que vous demandez là? Est-ce qu'il y en a? oui, Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde à y voir de plus près, par exemple, les ministres, peu importe le département où ils sont, quand ils parlent plus de politique que du département qu'ils ont en charge. Ils parlent plus des actions du président que des actions, par exemple, que mène leur ministère. oui, Donc, à ce moment, comment avec leur demander des bilans? oui, est-ce qu'on peut noter d'ailleurs la mention qui revient très souvent, son excellence, sa vision? Oui, voilà, vous le dites vous-même. Donc, quelque part, quelles sont les attentes que nous pouvons avoir par rapport à ça? Est-ce que moi, par exemple, je m'attendais à ce que certains ministères, quand on est dans un ministère, on a un service communication et tout ça. Mais même ce service communication, à y regarder de plus près, vous voyez qu'ils mettent plus l'action sur les actions politiques du ministre en tant que membre du parti que sur les actions du ministre dans son département. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on vous Ce comprend très qui, bien. voilà, ce qui à un certain niveau devient assez problématique. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un problème politique, comme je donne juste l'exemple de l'histoire par rapport aux députés qui avaient parlé de Mached et tout ça. Oui, Aliou Vous avez vu, Dembourou. voilà, vous avez vu le background de tous les ministres qui l'ont défendu. Ils étaient censés participer à des émissions où ils devaient parler de leurs actions politiques en tant que ministres, dans ma compréhension. Mais, vous voyez, le temps qui est imparti au, au, le temps qui est imparti, le temps de parole qui est imparti Oui, à la gestion de leur portefeuille ministériel est tellement rikiki au vu du débat sur lequel ils s'allongent et s'étirent pour tout ce qui est politique. Ce qui est quand même déplorable. Et c'est un constat qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, on me dira que même sous Abdoulaye Wade, c'était comme ça, mais ça s'est aggravé sous Macky Sall. Je le disais très souvent à oui, des amis que c'est quand même étonnant que la plupart des ministres soient incapables de produire du discours sur les ministères qu'ils sont en train de gérer. On se souvient de Mame Mbaye Niang qui avait parlé des animaux, mais avec une façon caricaturale, qu'il avait expliqué l'importance de venir au Sénégal en faisant fi de beaucoup de choses, comme il en avait parlé avec une certaine désenvolture sur Africa 24 et comment il s'est étiré en longueur sur l'affaire Khalifa Sall. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui, à un certain moment, il faut vraiment qu'entre nous, dans ce pays, qu'on se regarde et qu'on se dise que c'est vrai, la politique, c'est grâce à la politique que les gens sont à certains postes et tout ça, mais quand ils y arrivent, qu'ils essayent d'avoir les capacités de produire un discours sur les portefeuilles qu'ils gèrent, c'est très important et que leur réseau social aussi reflète ce qu'ils sont en train de faire dans le département ministériel pour l'avancement du Sénégal.
La journaliste Oumi Regina Sambou, ancienne de Sud FM, est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Aujourd'hui, Oumi Regina Sambou, en journaliste indépendante, dirige une agence de communication appelée Afrique culturelle. J'aimerais que nous consacrions les 7 minutes qui nous restent un peu au coronavirus qui est omniprésent, qui est toujours là. Le coronavirus et les artistes et la culture plus globalement. Ailleurs, on le voit, des concerts en ligne. Les artistes également s'adaptent au Sénégal. On se souvient un peu au départ de ces concerts, hein, entre guillemets, d'un certain musicien qu'il faisait de chez lui en direct sur une télévision de la place. Aujourd'hui, vous en pensez quoi de la capacité d'adaptation de nos artistes? La capacité d'adaptation de nos artistes, elle est énorme, mais à des limites. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a certains grands artistes qui peuvent se permettre d'animer à partir de chez eux et tout ça, de pouvoir survivre à la crise grâce à différentes sources de revenus qu'ils ont et tout. Mais durant cette crise du coronavirus, on a vu aussi beaucoup d'artistes qui ont été obligés de bazarder leurs œuvres parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et quelque part aussi, ça pose avec acuité la question de l'importance qu'on devrait donner à la culture et le soutien qu'on doit apporter à ce secteur culturel. Aujourd'hui, au Sénégal, durant cette crise du coronavirus, moi je dis du coronavirus hein, parce qu'il est masculin, on a vu beaucoup de gens dénoncer le fait qu'une somme de 3 milliards a été dédiée aux artistes sénégalais. Qui est artiste, qui n'est pas artiste au Sénégal? Ils sont nombreux aujourd'hui dans ce pays à vivre ou à vivoter autour de la culture. Il y a des, comment on appelle ça? J'allais dire des victimes collatérales, mais je ne sais même pas si je peux utiliser ce terme. Oui. Des victimes de la crise qui n'ont jamais été comptabilisées. Et beaucoup d'artistes, aujourd'hui, le statut de l'artiste, on en parle beaucoup, on ne sait pas qui est artiste, qui n'est pas artiste. On a vu cette somme de 3 milliards qui a créé et fait couler beaucoup d'encre, qui a été distribuée à des artistes qui ont eu chacun un peu plus de 100 et quelques mille, qui n'a servi à absolument rien et le secteur se retrouve toujours pénalisé parce qu'il n'y a plus de concerts, tous les espaces de rencontre ont été fermés. Justement, notre question tout à l'heure portait sur cet aspect des choses. Autrement dit, comment est-ce que les artistes devraient se digitaliser davantage pour éviter ce chômage-là du fait du coronavirus? Parce que je le rappelais ailleurs, il y a des concerts en ligne. Moi, j'ai suivi dernièrement un défilé de mode en direct sur Instagram. Comment est-ce que les activités peuvent se poursuivre même en pleine crise du coronavirus? En ligne, par exemple. Mais en ligne, qui serait prêt à payer pour suivre ces spectacles au Sénégal? En fait, c'est ça le problème. Parce que nous, dans notre entendement, dans l'entendement populaire sénégalais et tout, un bien culturel, ça doit être gratuit. Et donc, avec la pléthore d'artistes que nous avons ici aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien de réfléchir, de dire qu'il est bon de définir le statut et tout, mais que les gens fassent des lives à partir de chez eux et tout, mais est-ce que ça va payer leurs charges? C'est ça le truc. La SODAV, en ce moment, avec les questions de droits d'auteur, il y a des artistes qui sont arrivés à s'en sortir avec tout ce qui leur a été payé sur les différentes plateformes de streaming et tout. Mais c'est une minorité qui a pu avoir des, comment on appelle ça, des ristournes grâce à leur présence sur ces plateformes. Beaucoup ne savent pas comment s'adapter et comment tirer profit de tout ça. Oui, mais on peut en même temps faire par exemple un concert en direct sans peut-être demander à être payé tout de suite parce que l'idée, en tous les cas, à mon avis, dans un premier temps, c'est continuer d'exister parce que le public n'a pas de nouvelles de beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, nous en parlions, d'ailleurs, si vous avez suivi dernièrement sur e-radio avec le Saint-Louisien Abdou Guitesek qui fait des lives sur Internet. Mais en fait, est-ce que tout le monde a les moyens de poser, d'installer toute la logistique qu'il faut pour faire un concert en live? C'est ça aussi. On a tendance à croire que nos artistes sont riches comme Crésus, alors que nos artistes, pour la plupart, tirent le diable par la queue. Oui. Il y en a très peu qui s'en sortent comme il faut, qui ont des revenus réguliers,
qui leur permettent de trucs. Et avec les droits d'auteur, ceux qui sont inscrits à la SACEM, je pense, la Société de droits d'auteur de la France et tout, ils reçoivent leurs trucs comme il se doit. Mais au Sénégal, on voit la Sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins est en train de faire des avancées notoires dans ce domaine et tout ça. Mais voilà. Quand on voit toutes les critiques qu'il y a autour et toutes les préoccupations, on dirait que absolument rien n'avance. C'est problématique. Et aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, le bien culturel a un coût. Aujourd'hui, faire un live, il y a certains qui arrivent à monétiser leur live et quand ils atteignent un certain nombre de vues, ils récoltent beaucoup d'argent et tout. Mais ce n'est pas le cas pour nous, pour nos artistes qui n'ont pas ce genre de public. Aujourd'hui, il faut arriver à avoir combien de suiveurs pour pouvoir générer du profit sur un live. On peine difficilement à quantifier cela. Et vous êtes dans un pays où on vous dira que le coût de la connexion et tout ça, ça réduit les ambitions du côté de l'artiste que du côté de son public aussi, qui a d'autres priorités. Autrement dit, ce sera le dernier point de cette émission, de ce numéro de E-Tech. Autrement dit, pour revenir un peu au terme d'influenceurs, nos artistes ne sont pas encore des influenceurs. Ah Pour parler un peu du nombre important de followers. En fait, non. Il y a des artistes qui sont des influenceurs. Je prends un Dip Doundou Guiss avec aussi le Samba Peuzzi. Oui. Eux, pour moi, ce sont de vrais influenceurs. Quand on voit Reptile, disons toute la course de Reptile Music, quand je vois tout le buzz qu'ils font autour des réseaux sociaux, moi, c'était des artistes que je ne suivais pas trop. Mais à force de voir, par exemple, quand eux, ils posaient un débat, vous voyez tout le trafic qu'ils engrangeaient, toutes les discussions autour et comment le hashtag ça prenait et tout. Eux, ce sont de véritables influenceurs. Ils sont en train de changer les choses. Aujourd'hui, moi, je trouve que beaucoup de grands artistes gagneraient à s'inspirer de ce que font ces jeunes-là qui sont en train vraiment, sans tambour ni trompette et dans une indifférence générale des grands médias sénégalais, ils sont vraiment en train de changer les choses via le digital. Avec aussi Elzo Jamdong aussi, qui pour moi aussi est un influenceur à sa façon, les Hamza Dollar et tout. Moi, c'est pour ça, je trouve que le secteur de la culture au Sénégal qui marche le plus, c'est le secteur des cultures urbaines. Oui. Chaque fois, ils sont une grande force de proposition. Ils osent bousculer l'ordre établi et amener de nouvelles propositions. Que ça plaise ou non, ce n'est pas leur problème. Eux, ils cherchent pas à être influenceurs ou quoi que ce soit. Ils vivent leur art, ils aiment ce qu'ils font et ils s'amusent comme des fous et il y a plein de fous qui les suivent. Merci, c'est étonnant parce que nous avons démarré cette émission avec le terme fou. Nous refermons ce numéro avec le terme fou. Merci beaucoup à vous infiniment. Oumi Regina Sambou, je précise que vous êtes journaliste, ancienne journaliste à Sud FM. Aujourd'hui, vous tenez une agence de communication digitale appelée Africulturelle. Merci infiniment à vous. Bien sûr, on se quitte sur e-radio, mais on reste avec vous sur Twitter avec Oumi Sambou, Oumi Regina Sambou. Oui, merci beaucoup Ousmane Gueye et merci à toute l'équipe de e-radio. Vous pouvez continuer à me suivre sur Twitter, c'est @OumiRegina sur Twitter. Et voilà, un big up à mes confrères de Sud FM qui reste quand même ma radio de cœur. Merci beaucoup. Sud FM, votre radio de cœur, vous le dites sur e-radio. Comprenez que nous sommes très démocrates. Merci beaucoup. Excellent dimanche. De toute façon, c'est la même famille. Mais évidemment, Oumi Regina Sambou. Excellent dimanche et excellente semaine.